Cette vidéo est sponsorisée par Red Shadow Legend. Bonjour, je suis John Michael Advertising et aujourd'hui on va parler jeux vidéo. Beau boulot sur le sapin les gars, continuez comme ça. Ah, j'adore Noël. Bref, tu te souviens de Red Shadow Legend? Bon, laisse-moi te rafraîchir la mémoire mon con. Red Shadow Legend, c'est un jeu de rôle massivement multijoueur qui te permet de collectionner des champions et de les faire s'affronter dans des combats au tour par tour dignes des plus grands classiques du genre. Avec ses 500 champions à collectionner qui disposent tous de leurs propres compétences bien spécifiques, tu ne trouveras jamais de champions identiques et ça t'ouvre le champ des possibles pour constituer l'équipe de tes rêves. En plus de ça, la communauté est énorme, tu vas te faire plein d'amis et encore plus d'ennemis, l'éclat total. Et c'est dispo sur Android, iOS et PC, alors ne perds pas une minute et clique sur le lien dans la description pour télécharger ça. Une des grandes qualités du jeu, c'est que son contenu est mis à jour et augmenté très régulièrement. Et ce mois-ci, pour Noël, Red a eu droit à sa plus grande mise à jour. J'en suis tout tremblant ma gueule. Au programme ce mois-ci, la tour de malheur, une tour géante de 120 étages avec tout un tas de défis et 12 boss à affronter. T'as pas fini de faire le tour de la tour, crois-moi. Haha, French jokes. Et c'est pas tout, t'as aussi droit à 14 nouveaux champions, plus un maximum d'événements spéciaux et de tournois pour les vacances. Et la cerise sur le gâteau arrive. Mais d'abord, regardez-moi ça, un vrai kiff visuel. Les animations sont fluides, c'est hyper agréable. Et le gameplay est ultra dynamique, un vrai plaisir de jeu. Et tu sais c'est quoi le meilleur dans tout ça? C'est que c'est gratuit, alors t'attends quoi? Clique sur le lien dans la description et si t'es un nouveau joueur, t'obtiendras un incroyable champion totalement gratuit, rempart, plus 50 gemmes, un booster d'XP, des recharges d'énergie et un ancien éclat. Attention, c'est disponible que pour les 30 prochains jours, alors pas de temps à perdre. Tout ce trésor t'attend dans la boîte de réception du jeu, accessible juste là. Amuse-toi bien ma gueule, et joyeux Noël. Salut à tous, c'est Guillaume Cassard et aujourd'hui j'avoue que j'ai pas envie. Mais bon, quand faut y aller, faut y aller. C'est parti pour Silent Hill Révélation du coup. Wouh. Donc, en 2006, Silent Hill a plutôt bien marché au box-office. C'était pas un triomphe, il a pas battu de record, mais il est rentré dans ses frais et il a fait des bénéfices. Et la cerise sur le gâteau, c'est que le film, il était plutôt cool. Il était pas exempt de défauts et prenait certes quelques libertés vis-à-vis du jeu, mais l'ambiance était là, l'univers aussi, ça débordait d'ambition et d'amour pour les jeux, esthétiquement c'était de la bombe, bref, le film était classe. Et il représentait une lueur d'espoir dans ce monde un peu ingrat des adaptations de jeux vidéo au cinéma. Un monde où les jeux étaient bien souvent maltraités par des gens sans talent et sans grande connaissance du médium vidéoludique. Le réalisateur français Christophe Gans avait donc prouvé avec ce film que oui, c'était bien possible de faire une adaptation respectueuse et réussie d'un jeu vidéo sur grand écran. Du coup, après une telle réussite et vu le côté relativement ouvert de la fin, une suite allait forcément débarquer. C'est Gans lui-même qui fut le premier à mentionner le projet peu de temps après la sortie du film, déclarant que la suite était bien en développement, mais qu'il n'était pas sûr de la réaliser. Pour cause, il était alors engagé sur un autre projet d'adaptation de jeux vidéo, à savoir Onimusha, qu'il devait tourner en Chine en 2007, un projet qui ne verra finalement pas le jour. Mais Gans est malheureusement un habitué des projets avortés, c'est même miraculeux que le premier Silent Hill ait vu le jour. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que d'après les déclarations de Gans, Roger Avary sera bien de retour à l'écriture, épaulé par son ami Neil Gaiman, auteur de romans et de BD axés sur le fantastique et la science-fiction. Pour la petite anecdote, les deux hommes avaient auparavant collaboré sur l'écriture du script de Beowulf de Robert Zemeckis. Sauf que quelques jours après cette annonce, Gaiman dément son implication sur son site web. Ah. Puis en juillet 2007, Avary lui-même déclare qu'il ne sera pas de la partie si Gans ne réalise pas le film. Ah. Et pourtant, en septembre 2009, c'est officiel, Silent Hill 2 est en cours de production et le script sera rédigé par Roger Avary. Ah. Sauf qu'à peine un mois plus tard, les choses prennent une tournure particulière. Ah. En effet, en septembre 2009, Roger Avary écope d'une peine d'1 an de prison pour conduite en état d'ivresse et homicide involontaire. Petit rappel des faits, 1 an et demi plus tôt, le scénariste avait fait une sortie de route suite à un excès de vitesse et heurté un poteau téléphonique, ce qui avait coûté la vie à l'un des passagers du véhicule. Suite à l'annonce de la sentence, le producteur Duncan Moody se montre néanmoins confiant quant à l'implication du scénariste sur le projet, arguant que quoi qu'il arrive, Avary écrira le film qui devrait être bien plus accessible que le précédent si l'on en croit le producteur. Ah ça vous voyez, c'est le genre de déclaration qui pue bien comme il faut. Accessible dans ce genre de cas, ça veut généralement dire aseptisé. Enfin bon, au moins le scénariste original est toujours là. Avary est finalement évincé du projet quelques mois plus tard. Ah. Et donc, au milieu de l'année 2010, le réalisateur britannique Michael J. Bassett est contacté par le producteur Samuel Adida, avec qui il venait de tourner son dernier long métrage, la suite de Citizen Kane, Solomon Kane. On se marre, on passe un super moment. Le réalisateur avait alors à son actif 2 autres longs métrages, Death Watch ou La Tranchée, film de guerre fantastique relativement oubliable, et Wilderness, un survival relativement oubliable également. Sacré CV. Adida lui propose donc de remplacer Avary au pied levé et d'écrire le script de ce deuxième opus. Bassett accepte l'offre et accouche d'un premier jeu au bout de quelques mois qui impressionne le producteur, qui décide donc de lui offrir le poste de réalisateur. Dans son premier film Death Watch, des soldats de la Première Guerre mondiale font face à un brouillard surnaturel et l'un d'eux se fait même attaquer par des fils barbelés. Ça vous rappelle rien? Silent Hill du coup. Les brouillards, les barbelés. Générique?
En novembre 2010, il est donc annoncé officiellement que ce deuxième opus de Silent Hill sera écrit et réalisé par Michael J. Bassett et que le film se basera sur le troisième opus vidéoludique, lequel suivait le personnage de Heather Mason, la fille de Harry Mason du jeu original. Les fans des jeux comprendront d'ailleurs d'où vient la volonté d'adapter ce troisième opus, tout simplement car contrairement au jeu Silent Hill 2 qui était une histoire indépendante, Silent Hill 3 était la continuation de l'histoire du premier jeu. Ça semblait donc être un choix logique. Sur le papier, sans trop y réfléchir. Non parce que bon, faut pas oublier que Gans, en termes purement narratifs, il a pas fait un copier-coller du premier jeu, il a pris pas mal de liberté au niveau du scénar. Du coup, raccrocher les wagons en adaptant le troisième jeu, plus facile à dire qu'à faire. Mais Bassett accepte le défi, qui consiste donc à concevoir un film qui sera à la fois la suite du premier film et l'adaptation du troisième jeu de façon cohérente, tout en rendant ce film aussi accessible aux fans que néophytes comme le souhaitaient les producteurs. Bonne chance. Bassett avait donc une checklist longue comme le bras d'éléments à intégrer au film pour contenter tout le monde. Les fans des jeux, les fans du premier film, le grand public, Konami, les producteurs, chacun y allait donc de sa petite requête. Carmody voulait que le film soit plus facile d'accès, Adidas voulait plus de scènes dans le monde réel, de quoi devenir zinzin comme on dit non. Personne dit ça en fait. Et la cerise sur le McDo, suite au succès au box-office de Resident Evil Afterlife, Adidas et Carmody se disent que ce serait génial d'adopter la même approche, à savoir sortir le film en 3D. Bassett y est plutôt réticent, mais il finit par accepter parce que bon, on lui demande pas vraiment son avis. Bref, malgré tout ça, l'auteur-réalisateur ne se laisse pas abattre et reste confiant comme en attestent ses déclarations sur son blog de l'époque, aujourd'hui inaccessible. Mais moi, rien ne m'arrête. Bon, merci quand même Web Archive. Sur son blog donc, le bonhomme annonce son intention de nous offrir une histoire passionnante et de rester digne du premier film, tout en améliorant ses défauts, notamment en nous proposant des personnages plus profonds et surtout un film davantage porté sur la peur et l'angoisse. De nobles intentions, maintenant fais-le. Mais assez rapidement, Bassett réalise qu'il va lui falloir revoir ses ambitions à la baisse et procéder à des réécritures pour adapter son script aux contraintes budgétaires imposées. Si Gans avait eu droit à 45 millions de dollars pour donner vie à Silent Hill, Bassett n'aura pas cette chance et devra faire au mieux avec 20 millions de dollars. Ah ouais, c'est pas beaucoup. Sachant qu'un tournage en 3D c'est pas donné en plus, ça pue la suite bas de gamme. Et ça pue la suite bas de gamme pour la simple et bonne raison que Sony TriStar a quitté le navire. Si le studio avait coproduit et distribué le premier film sur le territoire américain, cette fois-ci il faudrait faire sans eux. Du coup forcément le budget en a pris un coup. À croire que ça sentait le roussi en coulisses. Bassett fait cependant de son mieux pour tenir parole et va tenter de réunir l'équipe ayant travaillé sur le premier film. Malheureusement, certains sont indisponibles, notamment la géniale Carol Spear à qui l'on devait les fabuleux décors du film original. Elle sera donc remplacée par Alicia Kiwan, directrice artistique plutôt branchée téléfilm et films d'horreur à petit budget. Pour ce qui est des créatures par contre, Bassett peut compter sur le retour de Patrick Tatopoulos et de Paul Jones, avec qui il avait d'ailleurs déjà collaboré sur Solomon Kane. Le premier prendra en charge l'aspect conceptuel et le second les effets de maquillage, une répartition des tâches qui avait déjà fait ses preuves sur le tournage précédent. Paul Jones n'aura cependant droit qu'à 7 semaines pour se préparer avant le début du tournage. Ce qui est peu, il arrivera d'ailleurs que certaines créatures soient terminées juste avant le tournage de leur scène. Le chorégraphe et danseur italien Roberto Campanella fit quant à lui son retour en tant que coordinateur des mouvements des créatures et pour incarner Pyramid Head. Enfin, le directeur de la photographie danois Dan Lostsen est remplacé par le belge Maxime Alexandre. Ce qui est assez dommage étant donné que Lostsen avait déjà travaillé avec Bassett sur Solomon Kane et qu'il avait fait un boulot génial sur le premier film. Je suppose que la perspective de travailler avec des caméras 3D l'a rebuté, lui qui était déjà assez réticent à l'idée d'utiliser des caméras numériques sur certaines scènes du premier film. Mais bon, je digresse. Concernant le casting, l'actrice Jodelle Ferland n'est pas rappelée pour reprendre son rôle, Bassett ayant une vision bien précise du personnage à laquelle Ferland ne correspond apparemment pas. Ça n'empêchera cependant pas le réalisateur, apparemment pas hyper inspiré sur ce coup-là, de demander à ce qu'on lui souffle des idées de casting sur son blog. L'actrice Alison Lohman ressort comme grande favorite, mais Bassett n'est pas emballé et continue ses recherches. Et puis un jour, en plein festival du film de Sundance, le producteur Samuel Adida finit par dénicher la perle rare, l'actrice australienne Adelaide Clements, à qui il propose de passer le casting à Los Angeles. C'est le coup de foudre pour Bassett, et Clements hérite donc du rôle de Heather, la charonne du premier film devenue ado. Suivront Kit Harington, Carrie-Anne Moss et Malcolm McDowell, sans oublier les acteurs du film original. Sean Bean fait donc son retour, bien que légèrement réticent au premier abord. Tu m'étonnes. Deborah Kara Unger saute quant à elle sur l'opportunité de reprendre le rôle de Dahlia, qu'elle avait adoré interpréter. Bassett apportera cependant d'importantes modifications à l'apparence du personnage, n'étant pas friand de, je cite, son look de folle aux cheveux en bataille. Enfin, Radha Mitchell rempile pour une apparition qui ne lui prendra qu'une petite matinée de tournage. Bassett s'emploie ensuite à trouver un titre à cette suite, et voilà comment ça s'est passé. Bienvenue dans le générateur de titres aléatoires. Au programme aujourd'hui, Silent Hill le retour, Silent Hill Revenge, Silent Hill Renaissance, Silent Hill Résurrection, Silent Hill Into Darkness, Silent Hill Révélation, Silent Hill Dawn of Darkness, Silent Hill Evolution, Silent Hill Age of Darkness, Silent Hill The Rise of Alessa et Back to Silent Hill. Suspense. Silent Hill Révélation 3D du coup. Le tournage de Silent Hill Révélation 3D débute donc le 7 mars 2011 à Toronto, et comme d'habitude ça va être compliqué. Vous commencez à connaître un petit peu. Le gros challenge étant cette fois-ci représenté par le système de caméra 3D, qui non seulement nécessitait énormément de temps pour la mise en place de chaque plan, mais qui imposait également au réalisateur de revoir complètement ses méthodes de mise en scène. En effet, un tournage en 3D n'ayant rien à voir avec un tournage traditionnel, Bassett fut obligé de réapprendre les bases pour apprivoiser ce nouveau langage de réalisation. Il déclara cependant sur son blog que malgré les mauvais côtés, le résultat était impressionnant et que le style de mise en scène imposé par ses caméras, à savoir des plans plutôt longs et des mouvements lents, était totalement en accord avec l'esprit de Silent Hill. Ce qui est vrai étant donné que c'était le style de mise en scène du premier film. Mais malgré tout, c'était pas forcément la joie. Le plaisir
planning était aussi serré que celui du premier film, mais avec un budget divisé par 2 qui imposait constamment à Bassett de faire des concessions. À tous les niveaux, on devait faire des économies. Pas de dépenses inutiles, le moindre dollar comptait. En ce qui concerne les décors par exemple, il arrivait qu'ils soient conçus à partir d'une même base. Ainsi, quand un décor ne servait plus, il pouvait être recyclé et transformé en un autre, ce qui permet un gain de temps et d'argent non négligeable. Malin. Mais tout ne fut pas tourné en studio, et si l'équipe aurait bien voulu retourner à Brantford pour les scènes se déroulant dans l'iconique rue principale de Silent Hill, ce fut malheureusement impossible. Pour cause, depuis le tournage du premier opus, la ville avait tout simplement fait démolir les rues en question. Ah carrément. L'équipe dut donc se rabattre sur la ville de Cambridge, qui fut grimée pour la faire ressembler le plus possible à Brantford. De plus amples modifications seraient ensuite effectuées en post-production grâce aux effets visuels. Et malheureusement, le tournage en lui-même au sein de la ville de Cambridge s'avéra plus compliqué que prévu, la faute à une tempête de neige qui débarqua sans prévenir, forçant l'équipe à interrompre les prises de vue. Pas de bol. Niveau créature, si Pyramid Head conservait évidemment un design identique à celui du film original, la méthode de conception employée par Paul Jones pour lui donner vie fut totalement différente. Là où pour le premier film Pyramid Head nécessitait 3 heures de maquillage, ici la créature prendrait vie à l'aide de prothèses, permettant ainsi de réduire la préparation à seulement 25 minutes. Les infirmières firent également leur retour, de nouveau incarnées par des danseuses, mais pas de lapdanceuse cette fois-ci. En ce qui concerne les nouveaux venus, la star du film fut la missionnaire, vaguement inspirée d'une créature du même nom dans Silent Hill 3, mais dont le design a été altéré pour correspondre à la vision de Bassett. La vision. L'objectif étant de lui donner une aura surnaturelle et lui faire accomplir des choses impossibles à faire à un homme en costume. Ce qui nécessitait donc une utilisation importante de CGI, ce qui nécessitait donc un budget important, ce qui résulta donc en une cascadeuse en costume. Le tournage prit fin le 14 mai 2011 et le film partit donc en montage qui fut réalisé en tenant compte de l'aspect 3D. La monteuse Michelle Conroy monta ainsi les séquences dans un style particulier, éloigné du montage classique, de façon à donner le plus d'impact possible au relief. Niveau effets visuels, c'est la société canadienne Mr X qui allait hériter du projet dans son intégralité, là où le premier film avait été partagé entre 3 studios. Mr X eut donc entre autres pour mission de donner vie à la seule créature du film entièrement réalisée en CGI, le monstre mannequin, inspiré par la présence de nombreux mannequins au sein des jeux. Enfin, concernant la musique, Bassett ne souhaitait pas adopter la même approche que Gans sur le premier film, à savoir utiliser des morceaux tout droit sortis des bandes originales des jeux. Il voulait un score original, si possible composé par Akira Yamaoka lui-même. Au final, Bassett aura bien droit à des compositions inédites, mais principalement composées par Jeff Dana, Yamaoka se contentant de souffler quelques idées et de composer la chanson du générique de fin, Silent Scream. Et donc, le film est prêt. Mais il sort pas. Il sort pas parce que, je le rappelle, Sony s'est retiré de l'équipe, ce qui veut dire que Silent Hill Révélation n'a tout simplement pas de distributeur sur le territoire américain, territoire où il est censé faire le plus de recettes. Il faudra finalement attendre le mois d'avril 2012 pour qu'Open Road, société de production partenaire d'Universal, acquiert les droits du film et annonce une sortie pour le 26 octobre aux USA, suivi par la France un mois plus tard. Et ça n'a pas très bien marché. Niveau box-office, le film a rapporté moitié moins que son grand frère, soit environ 55 millions de dollars. Et on dira quand même merci à la 3D qui a fait grimper le prix des billets. Concernant l'accueil critique, c'est simple, il a été tout simplement désastreux. Diantre, ça on l'avait pas vu venir. Silent Hill Révélation démarre 6 ans après la fin du film précédent. Sharon a pu rejoindre le vrai monde réel de la réalité véritable, ce qui lui a fait perdre la mémoire, et vit donc avec son père Christopher. Mais les deux malheureux étant poursuivis par l'ordre, le culte vu dans le premier film, ils sont désormais constamment sur les routes et répondent désormais au nom de Heather et Harry Mason. Malheureusement, à peine arrivés dans leur nouveau chez eux, les choses tournent mal et ce qu'ils redoutaient depuis toutes ces années finit par se produire. Harry est en effet kidnappé par l'ordre, forçant Heather à venir le retrouver à Silent Hill, ce qu'elle fera avec l'aide d'un camarade de classe, Vincent, qui s'avère être lui-même membre de l'ordre. Putain, on peut même pas se fier à Jon Snow. Arrivé dans la ville maudite, Heather va faire son possible pour retrouver son père, accomplir son destin, tuer les méchants, sauver le monde et même qu'il y aura des révélations parce que c'est dans le titre. Bon, vous savez, je m'efforce d'être mesuré quand c'est possible, mais des fois, y a pas à chier, il faut tirer sur l'ambulance. Silent Hill Révélation est un putain de désastre. Y a vraiment rien qui va. Je sais même pas par où commencer. Déjà, en ce qui concerne la mise en scène, on est à des années-lumière du film original. Là où Gans imposait une grande classe en termes d'esthétique, Bassett, lui, s'enfonce dans un mauvais goût digne des plus mauvais films d'horreur de série Z. Le réalisateur capitalise sur des effets soi-disant chocs, bien trop grossiers pour avoir le moindre impact. Le seul impact que peut causer le visionnage de ce film, c'est celui de votre main sur votre front. Du coup voilà, dès le début du film on a droit à des hallucinations impliquant du gore gratuit, des enfants qui bouffent de la chair humaine, un boucher qui découpe un mec encore vivant. J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable boucherie à l'intérieur. Y a donc zéro subtilité. Bassett avait annoncé vouloir faire un film terrifiant, mais on se retrouve au final avec un film dégueulasse et qui n'impose jamais la peur. Le niveau d'incompétence est tel que les seules tentatives visant à nous faire peur résultent en de banals et vulgaires jumpscares. Ça fait d'autant plus mal que sur le premier film, Gans s'était justement donné pour mission d'éviter ces gimmicks de mise en scène faciles, clichés et sans intérêt. Mais comme je l'ai dit, on est clairement à un autre niveau. Et là où Gans avait tout compris à Silent Hill, Bassett, lui, semble n'y avoir strictement rien compris. On atteste cette réplique complètement débile. Non, on n'arrive pas à Silent Hill par hasard, bordel.
Le réalisateur n'a apparemment retenu du jeu que son côté horrifique, qu'il n'a même pas été capable de retranscrire correctement. Où est l'atmosphère, la poésie macabre, la richesse symbolique, bref, la beauté de Silent Hill? Pas la peine de chercher, dans Silent Hill Révélation, il n'y a rien de tout ça. Le film va très vite, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Bonne chose parce que du coup le supplice dure moins longtemps, et mauvaise chose parce que par conséquent, Bassett ne prend jamais le temps d'instaurer la moindre atmosphère. Ce qui est l'élément le plus important dans Silent Hill accessoirement. Pas d'atmosphère donc, ni la moindre intensité, le moindre danger étant expédié bien trop rapidement, ce qui donne l'impression que le personnage d'Heather n'a jamais vraiment de challenge à relever. Du coup on n'a jamais peur pour elle. En ce qui concerne Adelaide Clemens, elle fait de son mieux. Vu la pauvreté du script, elle pouvait pas vraiment faire de miracle, mais j'ai rien de spécial à redire concernant sa performance. Et pour ce qui est du reste du casting, Kit Harington, j'ai vraiment du mal. Je le trouve trop bené, j'arrive pas à le prendre au sérieux. Ah bah disons que c'est pas de la confiture de fraises mon con. Et sa relation amoureuse avec Heather, on en parle? Non parce que bon, si j'ai bien compris le bordel qui leur sert d'arbre généalogique, ils sont cousins quand même. Faut te calmer Kit, t'es plus dans Game of Thrones mon salaud. D'ailleurs en parlant de Game of Thrones, Sean Bean n'a pas l'air hyper concerné, il cachetonne. Et d'ailleurs c'est assez marrant parce que même s'il meurt pas dans ce film, bah il meurt quand même dans un cauchemar d'Heather. Sacré Sean Bean, tu peux pas t'en empêcher hein. Et dans le rôle de Claudia Wolf, la grande méchante, Carrie Ann Moss, ce qui fait beaucoup de peine. Regardez-moi ce look bordel. On va pas y aller par 4 chemins, le manque de budget se ressent énormément, donnant au film un côté artificiel qui fait franchement toc. Et si le travail en ce qui concerne les décors est relativement soigné, le rendu visuel est malheureusement trop lisse, trop lumineux, ce qui ne met pas forcément en valeur, chose qui est probablement due au tournage en 3D. Car les caméras 3D n'aiment pas l'obscurité. Ce qui est paradoxal quand on parle de Silent Hill, ça je vous l'accorde. On se retrouve donc avec un rendu visuel digne d'un téléfilm. Merci la 3D. Même chose concernant les monstres qui sont filmés un peu n'importe comment. Alors déjà qu'ils ont bénéficié de moins de soins à cause du manque de temps et d'argent, il aurait été malin de les filmer intelligemment et de faire preuve d'inventivité pour les rendre aussi iconiques que les créatures du premier film. Ouais, mais non. Entre les monstres qui paraissent tout droit sortis de Power Rangers et ceux qui respirent encore quand ils sont morts, ça le fait pas. Concernant les deux principaux nouveaux venus, le monstre mannequin en CGI dispose d'un rendu plutôt propre considérant le budget, mais son design est loin d'être assez glauque pour faire forte impression, même s'il y avait de l'idée. Quant à la missionnaire, disons qu'il a rien à faire là. Le design semble tout droit sorti d'un trip BDSM complètement hors de propos, c'est dégueulasse mais dans le mauvais sens du terme. Celui qui correspond pas à Silent Hill. Je veux dire, merde, à la base il ressemble à ça dans les jeux quand même. Dans le film il ressemble plus à Voldo du jeu Soul Calibur qu'à un monstre de Silent Hill. Bassett voulait en faire une figure féminine en opposition à Pyramid Head qui était censé représenter une certaine force virile. On se retrouve donc avec d'un côté un père protecteur et de l'autre une mère malfaisante. Alors donner à Pyramid Head le rôle de protecteur, je trouve que c'est vraiment une idée de merde, mais bon au moins il y a une symbolique pour justifier ça. Reconnaissons l'effort. Alors après vous inquiétez pas, dans les faits ça reste hyper mal foutu. Sérieux, le film se termine par un combat entre Pyramid Head et la missionnaire. Putain, c'est Silent Hill les gars, pas Mortal Kombat. Comme vous aurez pu le constater, le scénario a la fâcheuse tendance à partir dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Dès le début, on sent que Bassett a du mal à mettre en place son histoire d'ailleurs. Ainsi, on va subir énormément d'expositions pendant les 45 premières minutes où on sera littéralement noyé sous un déluge d'informations. Le but étant pour Bassett de rappeler les événements du premier film et de raccrocher les wagons avec ce dernier en expliquant notamment comment Sharon a pu rejoindre son père alors qu'elle était bloquée avec sa mère dans le monde de brume à la fin du film précédent. Et il va le faire mais complètement à l'arrache. Ce film a de gros problèmes d'écriture. On a vraiment cette impression qu'il a été écrit dans l'urgence pour être tourné le plus vite possible. Résultat, rien n'est fluide dans la narration et le film est raconté de la pire manière possible dans le sens où l'histoire n'avance que grâce au dialogue. Ce sont les personnages qui racontent le film et jamais la mise en scène. Et puis l'histoire est compliquée. Enfin non, elle est pas compliquée, mais elle est tellement mal racontée qu'elle a l'air d'être compliquée. Les personnages partent constamment dans des monologues interminables qui sont censés nous donner des infos sur l'intrigue, mais au bout d'un moment, trop c'est trop. Le truc, c'est que Bassett s'est retrouvé dans une situation délicate, car elle devait à la fois réaliser la suite de Silent Hill et l'adaptation de Silent Hill 3. Le problème étant qu'il s'agissait de deux histoires bien différentes. Il a donc dû intégrer énormément de nouveaux éléments pour faire en sorte que l'histoire se tienne, sauf que bon, non seulement il y a trop de nouveaux éléments, mais en plus ça se tient pas. Et ça se tient pas parce que du coup, ces nouveaux éléments apportent avec eux tout un tas d'incohérences narratives avec le film original. Déjà, le culte présenté ici n'a plus rien à voir avec celui du premier film, et les raisons qui l'ont amené à brûler Alessa sont totalement différentes. Dans l'original, selon eux, Alessa représentait le mal, c'était une sorcière et elle devait donc être brûlée vive. Ici par contre, Claudia donne une toute autre raison, qui veut qu'Alessa ait en réalité été sacrifiée lors d'un rituel devant permettre la renaissance du dieu vénéré par l'ordre, ce qui pour le coup est bien plus proche de l'histoire originale des jeux. Mais complètement incohérent avec l'histoire originale du premier film. Une autre incohérence, c'est le traitement des infirmières. Dans le premier film, on nous disait clairement que c'est la lumière qui les fait réagir. Sauf qu'ici, les décors sont toujours hyper lumineux comme je l'ai dit plus tôt. Du coup cette fois, bah c'est le son qui les attire. Ah bah faut s'adapter hein, quitte à ce que ça n'ait plus de sens. Bref, le scénar est hyper mal écrit. Entre les problèmes de continuité, le manque de clarté et les sous-intrigues qui vont nulle part, le script aurait clairement mérité plusieurs réécritures avant d'être considéré comme filmable. En l'occurrence, il était plus minable que filmable. Haha. Le seul élément digne d'intérêt, c'est la BO, et même si on ressent moins la patte de Yamaoka que celle de Jeff Dana, le style musical étant assez éloigné de ce dont on a l'habitude avec Silent Hill, je la trouve assez réussie, et il m'arrive d'écouter certains morceaux avec plaisir. L'implication de Jeff Dana sur la bande originale du premier film est due au fait qu'il s'agissait d'une coproduction franco-canadienne. Ainsi, la production fut contractuellement obligée de faire appel à un compositeur canadien, même si Gans souhaitait utiliser les musiques de Yamaoka. C'est jamais simple, hein.
Que dire de plus? On a droit à du fanservice tout pourri à base de clins d'œil aux jeux vidéo. Oh Robbie le lapin, oh la chaussure rouge de Silent Hill 3, oh Robbie le lapin, oh Silent Hill 2, oh Robbie le lapin, oh Travis Grady de Silent Hill Origins, oh Robbie le lapin, oh le bus de Silent Hill Downpour, oh Robbie le lapin. Beaucoup de Robbie le lapin, hein. C'est incroyable de constater à quel point l'approche de l'adaptation est aux antipodes de celle du premier film. Et pour s'enfoncer encore plus dans les limbes de la médiocrité, il démystifie encore plus Silent Hill. Vous le savez, c'est un des gros reproches que j'ai fait au film original. Mais là, c'est encore pire. C'est encore pire parce qu'en fait, contrairement au film précédent, j'ai jamais cette impression d'être dans un autre monde. Ce qui fait qu'au final, Silent Hill a juste l'air d'une ville normale avec de la brume et des monstres. Mais arrêtez de lui faire perdre son aura cet univers, vous pouvez pas faire n'importe quoi avec Silent Hill, putain. Et pourtant, c'est bien ce qu'ils ont fait, n'importe quoi. Le film est juste un monstrueux bordel qui souffre énormément d'un scénario écrit à la va-vite et de son manque de budget. Les moyens mis en œuvre pour donner vie à Silent Hill sont bien en deçà du film précédent, et ça pardonne pas. Le budget était tellement ric-rac qu'ils sont allés jusqu'à recycler des plans du film de Gans. C'était à ce point-là. Du coup, j'ai beaucoup parlé de Bassett, mais il est pas moins fautif que les producteurs Samuel Adida et Don Carmody. Ils étaient clairement en quête d'un succès facile pour surfer sur le succès de Resident Evil Afterlife, et ils ont juste cherché à produire le film le moins cher possible le plus vite possible, sans se soucier d'une quelconque intégrité artistique. Le résultat, une insulte envers les fans de Silent Hill, un film consternant qui ne fait ni chaud ni froid et n'a strictement rien à offrir. Et ça fait vraiment mal au cœur quand on pense que Gans espérait que Silent Hill entraîne dans son sillage un nouveau genre de film d'horreur bien plus sophistiqué que la moyenne. L'héritage de son film a malheureusement été traîné dans la boue pour des raisons purement mercantiles, et c'est bien dommage. Aujourd'hui, Michael J. Bassett, devenu MJ Bassett, reconnaît volontiers les faiblesses de son film qui fut produit dans la douleur. La réalisatrice a en effet déclaré avoir détesté tourner avec les caméras 3D, que son script a trop cherché à rester fidèle au jeu, et qu'elle aurait dû davantage se battre pour ses idées, plutôt que de laisser son producteur et ami Samuel Adida prendre la plupart des décisions importantes. Quant à Christophe Gans, il a avoué n'avoir jamais vu le film, et que suite aux échos qu'il en a eu, il ne le regrettait pas le moins du monde. Tu m'étonnes. Néanmoins, il se pourrait que Gans n'en ait pas terminé avec Silent Hill. En effet, il a déclaré en janvier 2020 qu'il planchait actuellement sur un nouvel opus pour le cinéma, un opus qui ne prendra vraisemblablement pas en compte Silent Hill Révélation. Alors franchement, c'est une super nouvelle, mais je crois qu'il faut pas trop s'emballer, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que Christophe Gans, comme je l'ai dit en début de vidéo, il est assez spécialisé dans les projets avortés. Onimusha, Fantomas, 20 milieux sous les mers, Rahan, Corto Maltese et j'en passe, c'est malheureux, mais le réalisateur collectionne les annulations. Et ensuite, mis à part un tweet assez clair de Roger Avery déclarant qu'il n'a pas spécialement envie de travailler sur le projet, c'est silence radio depuis l'annonce de Gans. Donc si ça se fait, c'est vraiment cool, mais attendons d'avoir de vraies nouvelles avant de s'emballer. Merci à tous d'avoir regardé cette rétrospective, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, venir me soutenir sur Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt. Salut!